Alors, on démarre maintenant. Voilà. Bien, bonjour à toutes et tous. Nous voici donc tous ensemble pour la première séance du séminaire interdisciplinaire d'études juridiques de 2021. Et c'est avec grand plaisir que nous allons entendre tour à tour Diane Bernard et Julien Pierret. Diane Bernard d'abord, que je ne vous présenterai pas, puisque vous la connaissez bien, puisqu'elle est évidemment de la maison, qui va nous parler d'un beau thème qui est l'intime et politique. Et ce sera ensuite au tour de Julien Pierret de lui donner la réplique. Alors Julien Pierret, vous le connaissez probablement aussi, mais je vais quand même le présenter brièvement, puisqu'il n'est pas de la maison, encore qu'il y a étudié. Il est licencié en droit de l'ULB, il a une licence spécialisée en droit international public et en théorie du droit, et il a fait sa thèse il y a longtemps sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de protection de l'intégrité physique. Il était professeur à l'Université du Québec à Montréal. Je ne crois pas qu'il ait ramené l'accent, mais il me confirmera ça dans un instant. Et actuellement, il est directeur du Centre de droit public de l'ULB. En termes de publication, alors ces centres d'intérêt sont très variés, mais ça tourne quand même souvent autour de la thématique des droits humains. Et donc, je les remercie tous les deux d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Et je vais céder la parole à Diane dans un instant, mais juste avant, vous signaler que pour ceux qui souhaiteront participer au débat suite aux deux interventions, il faut que vous ayez le statut de participant que Diane Bernard peut vous octroyer, mais pour ça, il faudrait lui envoyer une petite demande via Teams, idéalement. Donc, après leur présentation, si vous avez envie de participer, n'hésitez pas, ou même pendant leur présentation, à lui envoyer un petit message pour qu'elle puisse vous ajouter en tant que participant ou participante. Voilà, Diane, tu as la parole. Merci Jérémy. Je mets en place les petites choses techniques. J'espère que vous m'entendez. L'un ou l'une de vous pourrait-il me faire un signe, si c'est le cas? Ah, merci, je vois plusieurs signes. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'intervenir aujourd'hui dans ce cycle conçu par Jérémy Van Merbeek pour le SIEJ, pour le siège, a fortiori en la très brillante compagnie de Julien Pierret, avec qui je passe un peu tout mon temps. Pour le moment, nous avons écrit un article ensemble la semaine passée, et il reste de bonne humeur, même quand je lui apprends que je suis tellement en retard que, au fond, il aura bien peu de temps pour savoir à quoi répondre. Mais enfin, Julien est tellement brillant que je ne m'inquiète pas, si ce n'est peut-être qu'il dise des choses plus substantielles que ce que je vais essayer de vous raconter. Alors, le programme que suit le SIEJ depuis 1 an et demi est très large. Il s'agit, et je cite ici son descriptif, au-delà de la binarité rassurante de la distinction entre public et privé, donc au-delà de la distinction entre droit public et droit privé notamment, il s'agit donc de décoder, je cite toujours, les brouillages, d'analyser les innovations, de rendre compte des influences croisées entre ces deux pôles structurants de la pensée occidentale et de leur impact sur le phénomène juridique. Alors, au fin de contribuer à ce questionnement, j'ai voulu vous proposer une réflexion sur l'un des grands slogans du féminisme de la deuxième vague, scandé dans les années 1960, récurrent depuis lors, « the personal is political » ou parfois « the private is political », traduit le plus souvent par « l'intime est politique » en français. Alors bien sûr, l'intime n'est pas le privé, on va le voir ensemble. Bien sûr aussi, politique n'est pas synonyme de public, j'en dirai un mot. Mais ce slogan me paraît cependant ouvrir la réflexion sur les catégories qui font l'objet de notre séminaire, public, privé, ainsi que sur leurs liens. En outre, et avant même qu'on tâche ensemble d'en élucider la portée, ce slogan me semble faire écho à l'actualité à divers égards. Je pense notamment au débat actuel sur l'inceste, suite à plusieurs témoignages courageux et au hashtag #MeTooInceste. Sur le plan juridique, toujours en la matière, je pense aussi au rapport qu'ont très récemment publié l'Université des femmes et l'association SOS Inceste, qui est intitulé, donc ce rapport, « Recommandations pour une politisation de l'inceste ». Je pense également à une proposition de loi qui date du 4 février dernier qui vise à incriminer spécifiquement ce comportement, quelque chose de très intime, et là, me semble-t-il, poussé sur la scène, et sans doute pour de très bonnes raisons et de façon capitale, poussé sur la scène publique. Autre exemple, toujours dans l'actualité,
Une question parlementaire a été posée au ministre de la Justice en décembre dernier, par l'une de nos anciennes étudiantes d'ailleurs, sur la précarité menstruelle, c'est-à-dire sur la difficulté pour de nombreuses femmes à se procurer des protections hygiéniques pourtant de première nécessité. Alors, on entend ça et il y a comme une gêne, n'est-ce pas, un léger malaise. Est-il bien adéquat de parler de choses pareilles, triviales, prosaïques, très intimes dans nos hémicycles parlementaires? N'y a-t-il pas là, peut-être en nous, une part de... Enfin, ou justement, en tout cas, à conserver une part de secret ou de discrétion. Bon, à ce sujet, on se souvient finalement, avec nostalgie, nous dit Michael Feussel, un philosophe français, d'une époque où la politique ne se préoccupait que de grandes choses, le destin d'une nation, sa position dans l'histoire. Le social, poursuit Feussel, avant de démonter tout cela, on le verra ensemble, le social, avec sa cohorte d'inégalités et de revendications catégorielles, n'avait pas encore fait son entrée sur la scène des débats publics. Et de ce fait, à l'époque donc, la politique pouvait être identifiée au sérieux de l'existence, à tout ce qui relève de la vie et de la mort d'un peuple, bien loin donc de l'intimité de ses citoyennes et citoyens. Et pourtant, eh bien voilà, corps, sexualité, couple, famille, jusqu'aux lieux dans lesquels on peut fumer, la vie privée est visiblement devenue une affaire politique, pour peu qu'un jour elle ne l'ait pas été. On verra ça ensemble. C'était en tout cas là une revendication militante, ça l'est d'ailleurs toujours, The personal is political. Alors ce slogan, et la question qui s'y loge, ou du moins celle que je vais vous inviter à aborder, ils ont également retenu mon attention en lien avec l'un des axes de travail que s'est donné le SIEJ, les approches féministes du droit, auxquelles je consacre certaines de mes pensées depuis quelques années. Et en effet, il y a un lien, pas seulement, on va dire, factuel, mais au-delà de ça. On constate actuellement que l'intime est devenu, ces dernières années, un thème vraiment très, très abordé, très fréquemment, dans la littérature psychologique, sociologique, philosophique, historique, politique. Et dans cette littérature foisonnante, une très, très grande majorité, si ce n'est tous et toutes les auteurs, soulignent le rôle qu'ont joué les femmes en tant qu'actrices et les féministes en tant que penseuses dans l'évolution de cette catégorie qu'est l'intime. Anthony Giddens, un grand sociologue britannique, écrit en ce sens, je cite, « Les femmes sont les instigatrices de l'évolution vers une démocratisation de la vie personnelle. Elles sont porteuses d'une revendication d'égalité sexuelle et émotionnelle. Elles sont moteurs d'une révolution dans la sphère intime, donc d'une mutation qui ne peut que retentir sur l'ensemble des institutions sociales. » Jacques Commaille, un sociologue français que nous connaissons bien au siège, mentionne ces réflexions de Giddens et plus soit, il souligne à quel point les femmes ont permis, en revendiquant la liberté et l'égalité, de, et je cite Jacques Commaille ici, lier de façon radicalement nouvelle l'univers privé et les univers professionnels, sociaux et politiques. Elles ont permis, toujours Commaille, selon Commaille, de penser les déterminations sociales des interactions privées, de comprendre, je cite à nouveau, que l'intime n'a pas cessé d'être une affaire publique, une affaire politique. Voici donc les femmes comme actrices d'une évolution par rapport à la catégorie qu'est l'intime. Les femmes me semblaient également mériter notre attention dans le cadre de notre séminaire en tant que penseuses aussi. Donc pas seulement d'un point de vue factuel, si vous voulez, leurs revendications étant l'objet de notre réflexion aujourd'hui, mais aussi d'un point de vue conceptuel. En effet, la distinction entre le public et le privé est l'un des thèmes les plus centraux de la philosophie féministe du droit. Cette philosophie féministe du droit contient l'analyse de très nombreuses questions au travers du prisme public-privé. Les structures familiales, le monde du travail, les relations sexuelles, qu'elles soient tarifées ou pas, la reproduction, etc. Alors tout ça, dans ce champ de la philosophie féministe du droit, ne va pas sans débat, bien entendu, entre, pour ce qui nous intéresse ici, les tenants d'une approche libérale qui revendique la protection d'une sphère privée dans laquelle les femmes puissent poser des choix librement, libérale d'une part, culturaliste d'autre part, pour ces féministes qui revendiquent que la dichotomie entre public et privé soit abolie, notamment en droit. Pourquoi? Parce que, selon ces féministes culturalistes, cette dichotomie perpétue ou du moins soutient le maintien de la domination masculine dans certaines sphères, notamment la famille. Elle maintient cette domination en conservant à ces sphères la caractéristique d'être privée et donc d'échapper à l'application du droit, notamment des droits fondamentaux.
Bref, le slogan « L'intime est politique » m'a semblé constituer une voie d'entrée intéressante pour notre travail sur public-privé, par son actualité, je l'ai évoqué, par sa cohérence avec nos axes de recherche et aussi par la singularité des approches auxquelles il invite. Alors, à partir de là, je vais vous proposer une réflexion en 2 temps, chacun de ces temps étant fondé sur une définition différente de l'intime, dans l'ambition, je le répète, donc d'éclairer avec modestie les brouillages, innovations et influences croisées du public et du privé, droit inclus, pour citer à nouveau le titre de notre projet. Alors, dans un premier temps, on va entendre intime au premier des sens sur 2 que lui donne Lalande dans son fameux vocabulaire technique et critique de la philosophie. Que nous dit Lalande? Eh bien que le premier sens dans lequel on peut entendre intime est, je cite, intérieur, au sens où ce mot s'oppose à public, extérieur, manifesté, ce qui est fermé, inaccessible à la foule, réservé, par suite ce qui est individuel, connu du sujet seul. Alors, bien sûr, ce n'est pas la seule définition qu'on puisse donner à l'intime. Il y en aura en tout cas une deuxième, enfin une seconde, que j'évoquerai tout à l'heure. Mais en plus, bien sûr, il y en a d'autres. Pourquoi? Parce que cette notion a considérablement évolué avec le temps. Du Moyen-Âge au XIXe siècle, il semble que le mot intime ait visé exclusivement la proximité affective avec un tiers. Et les historiens et historiennes du privé, ça existe, s'accordent visiblement sur le fait que l'idée même d'intimité était inexistante chez les Grecs et aurait émergé à la Renaissance, j'y reviendrai tout à l'heure, en même temps que la pudeur, l'usage de la fourchette et de la chambre à coucher. C'est d'ailleurs ce qu'analyse merveilleusement Norbert Elias dans La civilisation des mœurs. Alors, peut-être le dictionnaire de Lalande, qui date donc des années 20, pour le dire assez vite, 1920, est-il un peu trop ancien pour avoir inclus les évolutions les plus récentes de la catégorie d'intime? Les auteurs semblent unanimes à diagnostiquer un changement considérable à cet égard après la guerre de 39-45, quand la réalisation de l'individu comme sujet s'est imposée au point d'impliquer une distinction entre la sphère privée, individuelle, personnelle, et la sphère familiale, privée aussi, mais forcément collective. Cette évolution, les sociologues la désignent parfois, comme Ulrich Beck ou Anthony Giddens, sous les termes de seconde individualisation ou seconde modernité, après la première qui avait, avec les Lumières, distingué les espaces de l'autorité étatique des espaces respectifs de chaque citoyen au masculin. Alors, toujours est-il que le premier sens du mot intime qu'on va retenir ici sera donc l'intérieur, au sens où ce mot s'oppose à public, extérieur, manifesté. Voilà qui, vous l'aurez peut-être remarqué, correspond parfaitement à la traduction littérale du slogan qui nous occupe ici. Alors, certes, en français, on dit généralement l'intime est politique, mais the personal is political, the private is political, ce n'est pas the intimate is political. Donc, ici, on entend notre slogan dans un sens simple, si vous voulez, le privé est politique. Alors, en ce sens-là, quelle est la revendication portée par ce slogan? Je n'y entends pas une opposition entre privé et public, et certainement pas une opposition entre droit privé et droit public. L'enjeu n'est pas de faire entrer dans la sphère du droit public une question relevant du droit privé. L'enjeu est de faire entrer dans la sphère politique quelque chose qui n'y était pas, ou qui n'y était pas suffisamment. Cette entrée dans le domaine politique, elle peut bien entendu, et c'est revendiqué, être traduite en termes juridiques. Mais il pourrait bien s'agir de droit des personnes, de droit familial, de droit des successions, enfin bref, de droit civil, ou de droit du travail, ou de droit fiscal, ou de droits fondamentaux. On est dans les années 1960, les femmes veulent, manifestent, scandent ce slogan, parce qu'elles veulent notamment pouvoir disposer de leurs biens, pouvoir divorcer, pouvoir jouir de droits sexuels et reproductifs, pouvoir travailler. Bref, elles demandent que l'État, et là, bien entendu, se loge la dimension publique, que l'État se préoccupe de questions qui étaient auparavant considérées comme privées, comme intimes au sens de super privé, au point d'échapper à la discussion démocratique collective et donc forcément au droit. Cette revendication, elle a visiblement porté ses fruits à certains égards. La sphère privée familiale, en particulier, n'a plus fait barrage à la reconnaissance de droits aux femmes.
Alors ça paraît peut-être très abstrait, mais ça ne l'est pas. Vous vous souvenez peut-être que avant 1989, le viol conjugal entre époux donc n'était pas constitutif d'une infraction en Belgique. Parmi les rapports sexuels non consentis, les seuls qui étaient incriminés étaient ceux qui étaient imposés dans le cas d'une relation illicite. Ce sont les termes de l'époque, donc une relation hors mariage. Et au sein de la relation conjugale, même les violences imposées pour que soit respecté le devoir conjugal n'étaient pas prohibées. Donc, on voit que la question était quand même très, très concrète et très, très sanglante à certains égards. Alors, à vrai dire, j'évoque ici l'exemple du viol conjugal, mais plus largement, celui des violences envers les femmes constitue un exemple de très grand succès des propositions féministes portées notamment par le slogan qui nous occupe ici. Alors, un succès théorique au sens où il a mené à une inscription dans le droit, in the books, sans être toujours suivi des faits dans la pratique. Mais néanmoins, les mobilisations militantes ont été entendues, en tout cas au niveau international. J'en veux pour preuve 2 instruments au contenu qu'on peut qualifier de radical. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, on dit la CEDEF, adoptée en 1979, elle est entrée en vigueur en 1985 en Belgique. Donc premier exemple. Deuxième exemple, la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, qui a été élaborée dans le cadre du Conseil de l'Europe, ouverte à signature en 2011 et entrée en vigueur en Belgique en 2016. On appelle généralement la Convention d'Istanbul. Alors, je vais dire un mot de ces instruments parce qu'il me semble qu'ils ont porté, en tout cas in the books, très très loin l'idée de l'intime et politique. Alors, le champ d'application du premier de ces instruments, la CEDEF, couvre l'exercice et la jouissance de droits fondamentaux dans, je cite l'article 1er, dans les domaines politiques, économiques, social, culturels et civils et tout autre domaine. Donc là, on voit bien que l'idée des discriminations à prohiber transcende la distinction entre les sphères publiques et privées. Plus généralement, la Convention inscrit les inégalités dans un cadre global, puisqu'elle les définit comme, je cite à nouveau, des désavantages systémiques et structurels. Non, pardon, je cite Isabelle Rorive et Emmanuel Bribosia, mais bon, c'est leur interprétation de la Convention qui est très explicite à ce sujet. D'aucuns, comme Isabelle Rorive et Emmanuel Bribosia d'ailleurs, qualifient l'approche adoptée dans cette Convention onusienne d'holistique. Et on le comprend quand on lit l'article 5A de cette Convention, qui oblige les États parties à prendre, je cite, toutes les mesures appropriées pour modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturels de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés, des pratiques coutumières ou de tout autre type qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes. Alors, depuis l'adoption de cette convention, a fortiori au vu de la façon dont elle a été interprétée par le comité qui est chargé de de vérifier que les États respectent bien leurs obligations, bref, depuis 1979, il ne s'agit pas, ou plus, en tout cas textuellement, d'imposer aux États de poursuivre l'un ou l'autre auteur singulier d'une discrimination ponctuelle, en tout cas pas seulement. Il s'agit pour les États de contrer une structure globale, d'approcher la question de l'égalité sous un angle structurel, notamment en s'attaquant aux stéréotypes. On se situe donc bien au niveau collectif, public notamment. La Convention d'Istanbul, le second instrument dont je voulais vous dire un mot, est consacrée aux violences envers les femmes, donc plus largement, pas largement comme la CEDEF, qui est consacrée aux discriminations dans leur ensemble. Alors, dans la Convention d'Istanbul, on lit une définition large de ces violences envers les femmes. Selon son article 1er, sont interdits, je cite, « tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent ou sont susceptibles d'entraîner pour les femmes des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée. » Donc la distinction entre vie publique, vie privée est résolument, explicitement écartée. Il est donc juridiquement inexact aujourd'hui d'alléguer d'un désaccord conjugal ou du drame passionnel dans tel ou tel couple, comme on le lit souvent dans la presse, pour justifier que les pouvoirs publics restent inactifs face à des violences conjugales. Les États sont obligés
de prendre au sérieux des violences qui se passent dans le cadre de relations privées. Alors ça, c'est d'une importance vraiment très concrète, puisque actuellement encore, beaucoup de violences conjugales sont classées sans suite, les témoignages sont innombrables, mais enfin, madame, c'est juste une petite claque, qu'avez-vous donc fait pour l'énerver comme ça? Allez donc faire un bisou à votre mari. J'exagère franchement à peine. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que l'évolution, là, elle est vraiment très frappante. Depuis les années 1980, chez nous, j'ai évoqué l'incrimination tardive du viol conjugal, mais aussi ailleurs. Aux États-Unis, par exemple, Suzanne Estrich a démontré que jusqu'il y a peu, le viol par un proche y était considéré comme une relation consentie, basta. De même en France, où la présomption du consentement de l'épouse ne peut être renversée, pas automatiquement bien entendu, mais elle ne peut être renversée que depuis 1992. Bref, un premier point intéressant pour nous dans cette convention d'Istanbul, les violences y sont définies d'une façon novatrice qui sort tout à fait de la distinction entre privé et public, alors qu'elles y ont souvent été cadenassées, enfin longtemps, pardon. Autre élément intéressant pour nous, cette fois dans l'article 3A de cette convention, qui qualifie les violences envers les femmes de violation des droits de l'homme. Alors on peut rire du jeu de mots évidemment, mais peu importe, lisons ici les droits fondamentaux. En désignant ainsi les violences envers les femmes, la Convention a donné une première, et c'était vraiment la première historiquement, base légale spécifique aux violences envers les femmes. Donc c'est les faire rentrer spécifiquement dans le champ des droits fondamentaux. Et c'est important et c'est intéressant, en tout cas c'est fructueux, parce que, enfin ça pourrait l'être encore plus, mais ça l'est déjà, parce qu'auparavant il fallait appliquer à ces comportements spécifiques des instruments généraux, comme la CEDH par exemple, qui n'y correspondaient pas toujours tout à fait bien. Plus encore, cet article 3A dispose que les violences sont une forme de discrimination à l'égard des femmes. Pour des réflexions à ce sujet, je vous renvoie à ce qu'en écrit notre collègue Eugénie Durcel. Alors, cette qualification, discrimination, ce n'est pas seulement une atteinte au droit, c'est aussi une discrimination, elle inscrit par la Convention dans la législation, elle inscrit là l'enseignement d'un arrêt de la CEDH qui date de 2009, l'arrêt Opus contre Turquie. Donc, dans cette affaire, une femme turque et sa mère avaient subi des violences de la part de leur mari et père respectifs, un homme, donc le mari de l'une, le père de l'autre, pendant plusieurs années, quand même jusqu'au coup de couteau et finalement au meurtre par balle de la mère. Bon, c'est quand même un peu costaud. Et ces femmes avaient déposé plusieurs plaintes, les avaient retirées pour certaines ensuite, etc. Mais en tout cas, les autorités turques n'avaient jamais vraiment donné suite, n'imposant que des sanctions extrêmement légères à l'homme concerné quand elles poursuivaient tout court. Et en 2009, la Cour a condamné la Turquie du fait de sa passivité en estimant que, en n'agissant donc pas, cet État avait porté atteinte au droit à la vie de la mère, article 2, à l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, article 3, ainsi qu'à l'interdiction de la discrimination, article 14. Sur la base de statistiques, de divers rapports consacrés aux pratiques judiciaires en Turquie, les juges à Strasbourg avaient en effet considéré que la justice turque créait un, je cite, climat propice à la violence domestique dont les femmes sont les victimes majoritaires. Et cet arrêt est le premier dans lequel la Cour est considérée que les violences envers les femmes n'étaient donc pas seulement une atteinte à leurs droits, mais également une discrimination fondée sur le fait qu'elles sont des femmes. La Convention d'Istanbul, je l'ai dit, 2 ans plus tard, a consacré cette interprétation, non seulement dans l'article que j'ai évoqué, l'article 3A, mais également dans son préambule, par lequel les États signataires reconnaissent que les violences sont structurelles en tant qu'elles sont, je cite encore, une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les hommes et les femmes, ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, et que ces violences sont également, je cite à nouveau, un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les femmes sont maintenues dans une position de subordination par rapport aux hommes. Pour le dire autrement, la Convention d'Istanbul nous dit que le privé est politique, que les auteurs de violences ne sont pas seulement de fort mauvais maris, qu'ils sont aussi les acteurs dominants d'une structure sociale inégalitaire. Elle nous dit que les femmes ne sont pas seulement les victimes faibles, peut-être même provocantes d'actes isolés, mais qu'elles sont aussi des citoyennes socialement dominées, quand bien même cette domination se jouerait dans la sphère privée, en étant qu'encouragée, ou du moins pas découragée, dissuadée par les autorités étatiques. Ainsi, pour reprendre le fil de notre propos, non seulement le privé, les violences conjugales par exemple, a été pris en charge par le politique, mais il relève aujourd'hui, en partie du moins, du droit public.
fameuse évolution. Pauline Delage, une sociologue française, a montré en étudiant le débat sur les violences envers les femmes aux États-Unis, elle a montré que ce problème était aujourd'hui pensé, donc présenté même explicitement aux États-Unis comme un problème public et apolitique à la fois. Il est reconnu comme d'importance pour le collectif, comme constituant un phénomène de société à contrer, il est public, bon, mais les politiciens et politiciennes le présentent comme dépassant le clivage idéologique, en particulier le clivage partisan. Alors, Delage montre que, évidemment, la question est éminemment politique, que les interprétations de ce phénomène et les priorités qui sont dégagées pour y répondre, etc., dépendent évidemment d'une sensibilité politique et même d'une orientation politique. Michael Fessel, un philosophe français dont je reparlerai dans quelques minutes, écrit à ce sujet que, contrairement, je cite, à ce que suppose la sacralisation de l'espace public, ce qui se passe dans un couple, une cuisine ou même, horresco referens, dans une chambre à coucher, peut être l'objet d'une démocratisation, puisque ces lieux sont susceptibles d'injustice et de domination. Il poursuit, il n'y a donc aucune raison de croire que la mise en discussion des liens intimes entre les personnes soit de nature antipolitique. Il est en revanche certain qu'elle n'est pas apolitique, puisque des conditions institutionnelles sont requises pour que la sphère privée devienne à son tour un espace égalitaire. Une question privée devenue publique peut être apolitique selon certains, elle est à la fois éminemment politique pour d'autres, s'il y a là quand même une curieuse partition, me semble-t-il. Cette étrangeté, elle se répète, elle est visible, perçue et analysée d'ailleurs par de nombreux et nombreuses scientifiques. Je pense notamment à Marine Boisson, qui est une sociologue à l'EHESS, qui montre, en lisant Durkheim, que l'État-providence n'intervient pas, et je la cite, n'intervient pas tant sur des réalités sociales qui lui seraient extérieures que sur des questions sociales, à échelle privée parfois, dont cet État-providence a historiquement contribué à la formation. Et là, elle évoque la désunion du couple, la monoparentalité, la démission parentale, la réussite éducative, etc., etc. Pour Marine Boisson, les politiques sociales structurent nos expériences les plus intimes. On ne sait plus là qui du privé, du public, du collectif, de l'intime influence et façonne l'autre. Ce qui apparaît, selon Anthony Giddens, c'est une forme de démocratisation de l'intime. Il explique qu'il a fallu pour les femmes imposer une transformation de la sphère intime pour arracher le droit de s'avancer sur la scène publique. Donc, imposer une transformation dans le privé pour pouvoir avoir une place dans le public. Et à la fois, dit-il, il a fallu reconnaître que le pouvoir des hommes ne se jouait pas que dans la sphère publique pour gagner en indépendance du côté privé. Et donc, dans ce cadre, il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de sens à opposer le public et le privé. Et c'est ce que dit Giddens. Il dit la relation intime devient à elle-même son propre forum de discussion. Et donc, lorsqu'il y a intervention politique, étatique, publique, il y a un changement qui opère. Giddens a une très belle phrase, il dit « Abandonnant son rôle de protecteur de l'institution, l'État devient protecteur des individus dans l'institution. » Et ça, c'est commenté par Fessel, donc c'est ce philosophe que j'ai évoqué, qui dit ce commentaire, donc protéger les individus dans l'institution plutôt que protéger l'institution, changement du côté de l'État. Il le dit à propos d'un arrêt de 1965 dans lequel la Cour suprême des États-Unis a, à propos de la contraception, reconnu pour la première fois un droit constitutionnel à l'intimité. Le reste, évidemment, à définir ce que c'est que l'intimité dans un sens constitutionnel, mais néanmoins, il y avait là une rupture avec la tradition qui maintenait l'État à l'écart de la vie familiale, et en particulier conjugale ici, puisqu'il s'agissait de contraception. Alors, à partir des travaux d'Isabelle Bérébi-Hoffmann, qui est une sociologue française directrice au CNRS, je pense qu'on peut dire, enfin en tout cas je pense pouvoir dire, qu'on retrouve dans tout cela une mobilisation de l'intime, une mobilisation spécifique, mais une mobilisation de l'intime en tant que catégorie qui marquerait une transformation dans les liens entre public et privé, ou du moins dans la frontière qui les sépare peut-être. Qu'est-ce qu'elle fait, Bérébi-Hoffmann? Eh bien, elle montre elle explique que la séparation entre public et privé a fait l'objet d'énormément de débats depuis le 19e siècle, et elle développe l'idée que l'intime, dans au moins 3 sens différents, donc selon 3 mobilisations différentes, que l'intime donc permet de penser autrement les liens entre public et privé, et en particulier d'aller plus loin qu'un simple constat qui consisterait à dire tiens, il y a une tension entre le public et le privé.
Et donc, elle distingue 3 usages de l'intime qui montrent qu'il y a autre chose à penser qu'une tension, qu'on peut être un peu plus précis. Et ici, il me semble qu'on trouve l'un de ces 3 usages, celui que Berebi-Hoffman appelle l'intime subversif. Alors, cette mobilisation de l'intime consiste à faire du privé une question politique et collective en transformant un stigmate social, ici le fait d'être une femme, en revendication positive. Là, on peut penser évidemment aux travaux de Judith Butler, je ne rentre pas là-dedans maintenant. Cette idée de stigmate, elle a été développée par Erving Goffman, un fameux sociologue et linguiste états-unien, qui montre que les femmes, comme les personnes porteuses d'un handicap visible, comme les noirs, comme les homos, comme même les adolescents et les adolescentes, dit-il, ces personnes-là portent un stigmate visible, c'est un stigmate qui opère dans toutes leurs interactions avec des tiers, y compris avec ceux qui n'ont pas de stigmate, ceux que Goffman appelle l'homme normal. Et donc Goffman, il va identifier différentes stratégies de résistance qui sont mises en place par ces stigmatisés, et notamment celle qui consiste à revendiquer le stigmate collectivement et donc à créer finalement une identité minoritaire. Et cette mobilisation-là de l'intime, par exemple la féminité ou l'homosexualité ou le handicap, elle est subversive, dit Isabelle Berebi-Hoffman, parce qu'elle consiste finalement à refuser une infériorité sociale, donc à bousculer la norme et à faire bouger, dit-elle, les lignes entre public et privé. Alors, ceci dit, attention, et la précision me paraît importante, l'invention de l'intime, la mobilisation, j'y reviendrai dans quelques instants, la mobilisation de l'intime, cette invention, cette mobilisation, ça a soutenu, pour le meilleur, on va dire, en tout cas pour les femmes, un déplacement de ce qui était uniquement privé vers ce qui relève aussi du public. L'égalité entre les hommes et les femmes, du moins sur papier, et aussi dans les couples. Mais cette évolution, elle ne va pas donc vers une publicisation, si vous voulez, de l'intime, ou en tout cas une existence ou une prise en compte de l'intime dans la sphère publique. Cette évolution, elle ne va pas sans heurts, pas sans danger, a fortiori quand on pense, voilà, ou quand on se souvient des liens entre public, politique et loi du marché. Arendt avait pointé d'ailleurs ce risque pour le public comme pour le pour le privé, pardon, comme pour le politique. Je n'y reviens pas ici, mais je voulais pointer que les féministes, si elles ont scandé, si elles scandent encore le slogan « l'intime est politique », elles ne revendiquent pas pour autant un tout au public, un tout à la publicisation. Ainsi, par exemple, une philosophe que je trouve absolument remarquable, qui s'appelle Geneviève Fraisse, elle est française, défend la nécessité, dit-elle, d'une circulation entre public et privé. Et donc, elle conçoit public et privé comme 2 sphères séquentes entre lesquelles l'individu démocratique est toujours déjà pris. Et donc Fraisse, elle diagnostique plein de choses à ce sujet. Elle parle notamment de la reconstruction de la comparaison entre famille et société. Elle dit au fond, à l'époque des Lumières, famille et société ont été dissociées. Et aujourd'hui, selon elle, l'exigence ou l'introduction du moins des principes d'égalité et de liberté dans la vie domestique relance cette question de la comparaison cité-famille. Autre angle, toujours avec ces 2 sphères séquentes entre lesquelles circulent en fait public et privé, Fraisse critique le fait que beaucoup d'aspects de la vie individuelle restent relégués hors du regard de la collectivité, dans des lieux spécialisés. Donc là, elle dit plus de public. Elle pose la question, je cite, « La maladie a-t-elle vraiment droit de citer ? Offre-t-on aujourd'hui à la mort un espace de deuil ou plutôt un temps social de deuil ? Quelle violence du cachet, violence imposée parfois plus qu'on ne l'imagine. » Donc violence du cachet, elle dit là, il y a des déplacements encore à envisager vers quelque chose d'autre entre public et privé. Autre angle encore, Fraisse prend l'exemple du travail domestique qui est payé s'il est effectué par une femme qui n'est pas la femme du foyer, qui n'est pas payé quand il est effectué par la femme dans son foyer. Et donc là, elle dit, tiens, il y a une circulation très complexe entre public et privé. Bref, cette circulation l'emporte clairement sur la séparation. La séparation, même si on pourrait dire c'est séparé, la frontière a bougé avec les actions militantes, etc. Ok, ben, Fraisse, elle dit non, il y a circulation. Dans un sens assez comparable, me semble-t-il, à ces propos tenus par Geneviève Fraisse, mais d'un point de vue, on va dire, plus sociologique que philosophique, Isabelle Berebi-Hoffman, dont j'ai déjà parlé, elle pointe qu'au fond, une façon d'analyser les liens entre intime et politique, ce serait d'étudier leur imbrication, leur interpénétration, plutôt que leur séparation. Alors, imbrication, interpénétration, c'est moins dynamique que la circulation,
pensé par Fraisse, mais on est quand même bien en plein brouillage, pour ne pas dire brouillard. Brouillage, pour citer le titre de notre séminaire. Ce brouillage, il se prolonge jusqu'à la distinction entre intime et privé. En tout cas, c'est ce que conclut Viviana Zelizer, qui est une sociologue de Princeton. Elle le conclut dans le cadre de ses réflexions sur les relations entre économie et droit. Et donc, elle montre notamment, elle mobilise pas mal de décisions jurisprudentielles aux États-Unis, elle montre que, pour clarifier, donc, elle travaille aux relations d'ordre intime dans lesquelles a lieu un transfert d'argent. Et donc, elle réfléchit à ça, elle va chercher de la jurisprudence là-dessus, donc relations privées ou intimes, on va préciser, dans lesquelles il y a le couple, parce qu'elle parle bien de couple, d'une façon ou d'une autre, transfert de l'argent. Monsieur donne de l'argent à madame. Et ce transfert, nous dit-elle, si on regarde la jurisprudence, il n'est pas taxable, par exemple, s'il a lieu entre un homme et sa cohabitante, hors mariage, même si cette cohabitante, en fait, rend beaucoup de services, notamment dans le champ professionnel, à son cohabitant. Par contre, ce transfert d'argent sera taxable s'il est effectué du compte d'un homme vers celui d'une femme qui l'entretient. Quelle différence? L'affection conjugale, je cite. Pas même le fait d'avoir des relations sexuelles. C'est l'affection conjugale qui fait la différence pour le fisc. Et donc, le privé ne suffit pas, il faut de l'intime, en droit fiscal. Brouillage des catégories, me semble-t-il. Public, mais pas politique pour certains, enfin si, pour d'autres. Privé, mais pas intime, enfin quand même. Il me semble qu'une chatte n'y retrouverait pas ses petits. J'achève pourtant ici la première partie de mon exposé par lequel je voulais pointer non seulement le brouillage, mais aussi que la mobilisation de l'intime au sens d'intérieur, par opposition à public, extérieur, manifesté, vous vous souvenez de la définition de Lalande, donc au sens de ce qui est fermé, inaccessible à la foule, réservé, toujours Lalande, et bien que cette mobilisation de l'intime a mené, me semble-t-il, à un déplacement, ou du moins à une ouverture, à une porosité de la frontière entre privé et public. Une frontière, en tout cas, dont on peut dire, me semble-t-il, qu'elle n'est pas nette. Alors, je poursuis en abordant une seconde définition de l'intime, à partir de laquelle il me semble possible de nourrir encore notre réflexion collective. Si on reprend ce dictionnaire philosophique, on y lit quoi? Eh bien, que, outre le sens A, dont j'ai déjà parlé, la langue définit aussi intime comme, sens B, intérieur, au sens où ce mot s'oppose à superficiel, profond, qui tient à l'essence de l'être dont il s'agit, qui en pénètre toutes les parties. Intimité, c'est toujours la lande, s'applique aussi bien au caractère propre d'un petit cercle fermé qu'à la pénétration réelle et à l'union intérieure des esprits. Il y a lieu, dans bien des cas, d'opposer fortement à un égotisme superficiel qui se plaît dans l'intimité de son moi, une personnalité profonde qui développe ce qu'elle a de plus intime, ce qui la constitue le plus essentiellement, par le fait de communiquer à d'autres esprits et de s'élargir à son tour par leur action. Bon, c'est un peu abscon, mais déplions ceci avec François Julien, d'abord, un philosophe et sinologue français que j'aime bien, j'espère que vous aussi. François Julien, il nous rappelle l'étymologie du mot intime, du latin intimus, c'est un superlatif, et donc Julien le traduit par le plus intérieur dans l'intérieur, ce qu'il y a de plus intérieur dans l'intérieur. Et Julien, sur cette base, François Julien, pas toi Julien, sur cette base, François Julien, il y a deux L, nous invite à dialectiser, ça c'est bien en séminaire, on aime bien, parce que François nous a appris. Donc Julien nous invite à dialectiser les deux sens que la langue donne au mot intime. D'une part, premier sens, ce qui est contenu au plus profond d'un être, le plus essentiel, le plus secret, le plus retiré, se dérobant aux autres. D'autre part, deuxième sens, second, ce qui lie, donc intime, comme ce qui lie étroitement, là je cite Julien, François Julien, donc ce qui lie étroitement par ce qu'il y a de plus profond, ce qui associe profondément à l'autre, porte au partage. Ce que Julien veut nous dire sur cette double base, donc étymologique et dialectique, c'est que l'intime ébranle le rapport entre dedans et dehors. Ce sont ces termes. Il évoque autre chose qu'une séparation aussi nette que, par exemple, nous dit-il, la peau qui sépare l'intérieur du corps, le physiologique, du monde extérieur, le physique. Selon François Julien, c'est saint Augustin qui, le premier, a dégagé l'idée
d'une intimité qui serait le lieu le plus profond, le plus intérieur, et à la fois le lieu d'un lien à l'autre avec un grand A, Dieu pour Augustin. Julien dit l'intérieur s'y creuse, mais pour s'ouvrir à son dehors, avec un grand D, où le moi ne s'approfondit que pour sortir de soi. L'intime, dit Julien, c'est un lieu profond en soi, dans lequel le lien à l'autre est défait de toute attente, de toute visée, de tout dessein, sans intérêt, sans finalité, au cœur de soi, le lien à l'autre. Alors, je ne vais pas reprendre ici toute la réflexion que François Julien mène sur cette notion, absente chez les Grecs, dans la pensée chinoise aussi, assumée par Rousseau, blablabla. Non, ici, ce qui m'intéressera, ce qui m'intéressait, c'était de prendre le temps de dire un mot de ces prolongements politiques, et plus précisément moraux, pour François Julien, qui nous intéressent au vu de notre objet de recherche, me semble-t-il. Auparavant, je fais quand même une incise. Il me semble que ce qu'on trouve dans cette réflexion de François Julien, ça renvoie quand même pas mal à l'idée lacanienne d'extime, une idée qu'a développée Jacques-Alain Miller dans un séminaire qui date de 1985. D'ailleurs, Miller, il fait référence à Saint-Augustin. Donc Lacan, il avait créé la notion d'extime au moment où il travaillait à l'hypothèse freudienne que le soi, ce qui va devenir l'intimité, est tissé d'altérité dès les premiers instants de la vie, dès les moments où le nourrisson, finalement, est en lien avec l'adulte qui prend soin de lui. Et donc, Freud nous dit, et Lacan développe, que le soi est toujours déjà pris dans une relation au monde extérieur. Et Miller dit, au fond, il n'y a pas donc d'abord une intériorité qui ensuite entre en contact avec le monde extérieur. Non, au contraire, l'intime, en fait, c'est un repli d'extériorité, dit-il, d'où l'idée d'extime. Bref, l'extime, ce n'est pas l'inverse de l'intime, c'est une façon de dire, à la façon tarabiscotée des psychanalystes, ce que Julien élabore à partir de Lalande et d'Augustin, il n'y a d'intimité qu'aux prises avec l'autre. Attention, alors ici je parle de vie psychique, je ne parle pas du privé, du secret, de l'anecdotique au fond, on lit ça notamment chez les psychanalystes, le privé c'est anecdotique. La professeure de littérature Claude Habib, qui est féministe d'ailleurs, dit très bien, elle dit le privé fait signe vers la propriété, donc vers l'objet, ce qui m'appartient, ce dont je dispose. J'y reviendrai dans quelques instants. Elle nous dit donc le privé fait signe vers la propriété, donc vers l'objet, l'intime renvoie au vif du sujet. Bref, revenons à François Julien. Il ne se contente pas de définir l'intime en faisant montre de beaucoup d'érudition, non, il nous dit que dans la dialectique entre le plus secret et le lien à l'autre qui peut s'y loger, qui s'y loge toujours, d'ici de la psychanalyse, donc dans cette dialectique, on trouve le ferment d'un changement de morale, un départ possible, un ferment possible, pas un fondement nécessaire, il n'y a pas cette prétention. Je cite François Julien, ce qu'opère l'intime en définitive, et pourquoi on peut le poser au départ de la morale, est ce qu'il en renverse d'abord. Il l'a fait passer, cette morale, il est vrai subrepticement et sans crier gare, du point de vue de l'individuel contre lequel elle butait, à celui du relationnel, qui est sa condition et fonction légitime. Ceci signifie que ce n'est plus le mérite attribué à mon action qui est au principe de la morale, que je sois coupable ou bienfaisant, mais la qualité de la relation engagée. Autrement dit, plutôt qu'à partir d'un sujet isolé, solitaire, astreint à dégager une moralité dans ses rapports ultérieurs avec autrui, l'intime invite à fonder, pour François Julien, à fonder la morale sur ce qui se passe, ce qui se noue d'aventureux entre des sujets. Je suis morale, nous dit François Julien, parce que, dans la mesure où, en rapport à l'autre avec un grand A, et ce ne peut être d'abord qu'en rapport à un autre rencontré, je promeus ma capacité d'exister. Je me tiens non pas confiné en moi, relevant de moi seul, mais débordant de ma frontière par ce dedans partagé. Ce que nous dit là François Julien dans Renouvellement possible de la morale, alors en des termes dont je crains que seuls les plus philosophes d'entre vous aient pleinement goûté, mais Michael Fessel, un autre philosophe français qui nous est contemporain aussi et que j'ai déjà évoqué, Michael Fessel le dit pour le domaine politique et pour la démocratie plus précisément. Les écoféministes, elles aussi, me semblent le penser, le défendre, j'en dirai un mot un peu plus tard. De l'intime à la politique, du plus intérieur dans l'intérieur à notre fonctionnement démocratique,
j'espère que vous suivez le fil. L'enjeu ici, dans cette deuxième partie, elle n'est plus celle de l'ouverture de l'intimité aux incursions de la chose publique, elle n'est plus à la revendication que la chose publique pénètre l'intime, ça c'était le premier point. Non, l'enjeu ici, la question c'est de comprendre ce qui pourrait bien se jouer quand on envisage l'intime, non pas en politique ou dans la politique, mais comme politique. C'est là donc, me semble-t-il, ce que fait, enfin ça c'est mes termes, pas les siens, Michael Fessel dans un ouvrage de 2008 qu'il a intitulé « La privation de l'intime ». Alors qu'est-ce qu'il fait dans cet ouvrage, Fessel? Il part de l'étymologie du mot intime, il mobilise Augustin, comme on vient de le faire brièvement avec François Julien, et il va développer toute une réflexion politique à ce sujet. Alors Fessel, par l'intime, il désigne un lien et non une chose, un rapport plutôt qu'un espace clos. Et il veut réhabiliter, ou plutôt habiliter, l'intime comme catégorie politique. Autrement dit, c'est un homme qui prend très très au sérieux les slogans féministes. Je trouve qu'on peut le féliciter. L'intime est politique. Pour Michael Fessel, l'intime, c'est une conquête sociale et politique. Il montre que les Lumières ont permis à la fois la création d'un espace public de délibération, ce qu'on en dit généralement, et, de façon concomitante, le développement de la notion d'intime. Donc pour lui, pour Michael Fessel, la modernité associe l'exigence d'intimité et l'exigence de publicité. Il faut que la chose publique soit visible, transparente même, corrélativement, il faut aussi que la chose intime puisse être invisible, notamment que les individus puissent nouer les relations qu'ils souhaitent hors du contrôle d'une autorité quelconque, hors de la norme d'une tradition par exemple. Alors bien sûr, nous dit Fessel, cette association entre l'intime et le public, elle ne s'est pas réalisée sans hypocrisie, puisque jusqu'au milieu du XXe siècle, on avait cette double exigence de la modernité, mais on ne s'est pas tellement encombré de la garantir à la moitié féminine de la population. Les femmes ayant un statut tel que ni la chose publique, ni l'intimité n'étaient accessibles. Alors vous allez me dire, il ne faut pas exagérer, Diane, fais pas ton hystérique, les femmes, elles pouvaient quand même entrer en relation avec les autres. Alors oui, mais l'intime n'était pas accessible, pas si on prend la notion au sérieux, dans le sens que lui donne Fessel. Ce que la modernité avait rendu possible, c'était le droit de nouer des liens hors de la tradition et d'obliger l'État à reconnaître la validité de ces liens. Et ce droit-là, me semble-t-il, il n'était pas accordé aux épouses, aux mères, aux filles. Donc, ok, hypocrisie du projet moderne, soit. Mais projet néanmoins, un double projet pour le public, publicité, pour l'intime. Alors vous comprenez donc que Fessel, il réfléchit, je l'ai dit en plus, mais bon, il réfléchit à l'intime dans le cadre d'une réflexion sur la démocratie, et plus précisément, ce qu'il appelle la démocratie sensible. Par ce terme, il vise un régime politique dans lequel le lien politique implique, oui, une dimension instrumentale, bien sûr, mais aussi de l'affect et aussi une dimension éthique. Un régime politique dans lequel l'État garantit aux individus la possibilité et même le droit d'élaborer leurs propres expériences, notamment leurs relations, sans faire l'objet d'une autorisation venue du dehors. Par conséquent, selon Fessel, la démocratie et l'intime sont soumis à la même menace. La menace de quoi? La menace de la privatisation. C'est-à-dire la menace de voir le lien politique d'une part, intime de l'autre, conçu en seule référence au privé. Politique, intime, privé, privé étant une menace dans sa logique pour les deux autres. Pour Fessel, vous l'avez compris, il faut établir une distinction très stricte entre l'intime et le privé. Pourquoi? Pour des raisons de précision conceptuelle, ce n'est pas la même chose, mais aussi pour la sauvegarde du projet démocratique. Pour lui, identifier privé et intime est une catégorie mistake, pour parler comme les philosophes analytiques. Le privé renvoie à la propriété, nous dit-il, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure avec Claude Habib. Il dit le privé renvoie à la propriété, et je le cite, à ce sur quoi l'individu a un droit d'exclusivité, mais qu'il peut néanmoins échanger ou aliéner dans des contrats. Le privé n'est donc pas ce qui concerne l'individu dans sa singularité, nous dit-il, mais ce qui le rend commensurable aux autres. L'intime, lui,
ne peut pas être la propriété d'un seul, puisqu'il n'existe que d'être élaboré comme lien. Un lien qui implique notamment la vulnérabilité, je n'entre pas dans cette question. Donc non seulement l'intime n'est pas le privé, puisqu'il est forcément relationnel, et qu'il n'est pas régi par une logique liée d'une façon ou d'une autre à la propriété, mais cet intime interdit de réduire l'expérience humaine à une dualité entre privé et public, nous dit Fessel. L'intime, ce n'est pas le politique, bien sûr, mais l'intime ne se laisse pas non plus régir par le modèle des rapports économiques qui, selon Fessel, caractérise le privé. Il n'y a pas seulement la propriété et l'organisation de l'État, heureusement. Bref, nous dit Fessel, l'intime justement compris est forcément le lieu d'une expérience éthique que la modernité a permise, au sens où elle a soutenu comme exigence l'élaboration de soi à la marge de la société. La modernité, ce n'est pas seulement le débat public, c'est aussi cette possibilité-là. Voilà une promesse, nous dit Fessel, qui n'a pas été tenue, libre à nous de la réinvestir. Et donc il nous dit que l'intimité n'est pas un point de départ dont il faudrait s'affranchir pour accéder à la politique, non que l'intimité est un point d'arrivée dans une série de mutations institutionnelles et sociales. La possibilité de l'intime n'est pas garantie par le simple face-à-face entre deux personnes. Elle ne devient effective, et elle n'est possible, elle doit être garantie d'ailleurs, nous dit Fessel, elle ne devient effective possible que sous le regard bienveillant d'un tiers, bienveillant ou à tout le moins neutre, et donc on peut combattre pour l'intimité, et donc nous dit Fessel, il y a une dialectique inhérente à ce type de combat, puisque les luttes pour acquérir un droit à l'invisibilité supposent d'être rendues publiques. Alors cette proposition de Fessel, elle m'a donné à penser, elle m'a semblé illustrer quand même la profondeur de ce qui nous occupe ici au séminaire. Elle fait écho, me semble-t-il, aux propos de François Julien, qui lui parlait plutôt d'une fondation nouvelle possible pour la morale, plutôt que de démocratie. Il l'évoque, mais ce n'est pas son point principal. Et puis pour renouer avec mon fil féministe, j'ajoute que cette proposition de Fessel, elle me paraît également manifester une vision du sujet et du public, qui est celle que porte l'écoféminisme. Alors bien que Fessel se soit explicitement, alors je vois que Jérémy me dit attention au timing, j'ai bientôt fini, je vous assure, j'avais très envie de vous parler, mais je n'oublie pas l'envie de vous parler justement et de ne pas parler toute seule et surtout d'écouter Julien Pierret également. Mais donc Fessel, il s'est explicitement opposé à l'idée que la nature pouvait fonder le politique ou pouvait déterminer le politique, mais néanmoins il y a, me semble-t-il, un lien entre ce qu'il nous dit et ce qui est porté par l'écoféminisme. Bon, voilà. Alors c'est quoi l'écoféminisme? Je n'entre pas dans les détails, hein, mais c'est un large mouvement théorique et militant qui est actif depuis les années 70 et qui est né d'une rencontre entre lutte féministe et lutte écologique. Pourtant, c'est très écologiste, pardon, qui sont pourtant très différents. Donc, pour les féministes, non écoféministes, la nature, c'est un argument dont il faut se départir, dont il faut se méfier. Pour les environnementalistes, la nature, c'est un monde sauvage à préserver. Pour les écoféministes, la nature, c'est une communauté dont les humains et les humaines font partie, ce qui en appelle un partenariat, disent-elles, entre tous les êtres humains, vivants, pardon, justement, pas seulement humains. L'idée clé des écoféministes, c'est que les violences environnementales, les violences de genre, tout ça, toutes les formes de domination sont liées et qu'il faut donc penser ensemble l'oppression des femmes, c'est vrai, mais également la domination de la nature, des êtres non humains, des classes dominées, des peuples colonisés puis exploités, etc. Et donc l'objectif écoféministe, qu'est-ce qu'il est, quel est-il? Non pas de tempérer le système actuel en donnant par exemple les mêmes privilèges à tout le monde, etc. Elles disent non, ça ce serait une stratégie de rattrapage, en plus c'est écologiquement intenable. Non, ce qu'il faut c'est se réapproprier un rapport au monde que, disent-elles, les femmes portent parce qu'elles incorporent une certaine altérité. Bref, les écoféministes, ce qu'elles veulent, c'est passer au partenariat, à la solidarité. Alors, je ne vous cache pas que je ne suis pas toujours à l'aise avec tout ce qu'on y trouve. Hein. Déjà, elles sont parfois très ésotériques, ces écrits, ces références écoféministes. Mais en plus, bon, moi, je ne suis pas essentialiste, donc c'est un peu compliqué. Mais néanmoins, la proposition politique des écoféministes, c'est penser le lien, toujours penser dans l'interaction avec la nature, et donc fonder le politique sur l'altérité, sur le rapport à l'autre. Et donc,
leur objectif, c'est de renverser les pratiques politiques en les fondant non pas sur l'équivalence, mais sur les relations. Et là, il me semble qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du propos de Feussel. Bref, ce n'est pas l'objet de notre séminaire, mais j'avais envie de tirer jusqu'au bout quand même le potentiel politique de l'intime, à partir de ces revendications par les militantes féministes, de personalist political, et aussi de certains développements philosophiques qui ne sont pas tous féministes d'ailleurs. Vous vous souvenez que j'ai procédé en 2 temps, hein, mouvement d'abord qui a historiquement consisté à l'initiative des femmes et des féministes à déplacer la frontière si fermée entre la sphère privée et l'intervention politique, déplacer ou du moins percer, rendre poreuse. Bon, on avait déjà identifié à ce moment-là des tensions entre public et privé, qui nous permettait de penser imbrication, peut-être même circulation entre ces catégories. Bon, et puis dans un deuxième temps, j'ai voulu approfondir avec vous la signification du terme intime et à l'aide de la philosophie, ouvrir la question d'une imbrication pas seulement factuelle, mais aussi conceptuelle et même éprouvée dans nos subjectivités. Donc une imbrication du soi et de l'autre, des registres de l'intime et de l'altérité, jusqu'à évoquer les prolongements politiques et moraux de pareilles perspectives. Alors, que retenir de tout ça? Retenir bien sûr qu'il y a de l'intime aujourd'hui dans le travail, l'intervention de l'État, la sphère publique, les familles. Bref, l'intime est convoqué dans la sphère publique et politique. Ça implique, me semble-t-il, que les frontières entre le public et l'intime se redéfinissent. Brouillage, intervention, influence croisée, à nouveau le titre de notre séminaire. Mais j'ai aussi voulu pointer que ce brouillage pouvait en fait être le lieu d'une réinvention, ou du moins d'un renouvellement de notre façon de faire et de penser la politique. La politique au sens fort. Parce que la politique, me semble-t-il, elle n'appartient pas au monde public, pas plus qu'elle ne répond à une logique seulement économique. La politique se loge au creux de nos vécus les plus intimes. Voilà, je vous remercie, je cède la parole à Julien Pierret. Julien, tu es en ligne. Merci beaucoup Diane et merci beaucoup Jérémy pour cette invitation. Diane, tu as évoqué dans ton introduction les interdictions de fumer. Le droit ne m'interdit pas encore de fumer chez moi. Et mon droit conjugal, pas encore tout à fait. Alors évidemment, ma compagne qui n'est pas fumeuse m'a interdit de fumer dans sa voiture, c'est assez logique. M'a interdit de fumer dans la salle de bain et le lit et la chambre à coucher, alors que bon, fumer dans son bain et dans son lit, c'est quand même un plaisir extrême. Mais en tout cas, mon salon reste une safe place tabacologique pour les fumeurs et pour les fumeuses. Alors, c'est un petit peu, et puis j'ai besoin de nicotine pour alimenter mes neurones, pour pouvoir être en mesure de répondre à l'exposé extrêmement dense que Diane vient de nous faire. Alors, c'est pas exactement à qui je parle, qui nous écoute et qui nous voit. Je vois Olivia Nederland, notre nouvelle collègue pénaliste à l'ULB, et je m'en félicite. Je vois aussi Frédéric. Je ne sais pas s'il s'en souvient, moi oui, parce que son accueil a été inoubliable, mais il y a pratiquement 6 ans, jour pour jour, il nous avait invités à Nancy. Quand je dis nous, c'est Diane et moi et d'autres collègues pour déjà discuter de perspectives féministes sur le droit. Diane, effectivement, avec qui j'ai étudié la théorie du droit à Saint-Louis, et là je suis heureux de voir certains visages qui ont durablement marqué ma trajectoire intellectuelle, et je les en remercie encore 15 ans plus tard. Je pense à François Haus, Louis Carpevels. Voilà, enfin ça reste quand même étrange, ce dispositif distanciel, c'est même fantasmatique en réalité. Et il ne faudrait quand même pas se bercer d'illusions sur le fait que de parler à une caméra consisterait à se parler les yeux dans les yeux. Et cette illusion me semble d'ailleurs être le plus grand danger qui pèse sur notre métier d'enseignante et de chercheuse. Et d'illusion, il y sera encore un tout petit peu question dans ma réponse à Diane. Et pour cause, elle a notamment rappelé à quel point la pensée féministe avait permis et permet toujours de lever le voile, il n'y a pas de mauvais jeu de mots ici, le voile qui occulte les visages de la domination. Alors, pas facile de répondre à Diane Bernard, pas du tout parce qu'elle est en retard, Diane est toujours en avance, mais pas facile de répondre à sa pensée complexe mais affûtée, sédimentée mais toujours en mouvement, puisant à l'histoire, la philosophie, la sociologie, la linguistique, la psychanalyse, mais aussi au droit quand même un peu. Et il y a au moins 5 disciplines qui m'échappent dans cet horizon académique.
Alors, vu la thématique qui nous occupe cet après-midi, l'intime et politique, eh bien, je vais me permettre de parler de ce que je connais non pas le mieux, mais de ce que je pense connaître le moins bien. Et je vais vous parler de moi. Et donc, à défaut de savoir exactement à qui je parle, ben, vous saurez en tout cas qui vous parle. Donc, je suis Julien Pierret. Alors, c'était drôle, Diane, Julien avec 2 L, etc. C'était assez amusant. Pierret, lui, ne prend qu'un air, et un air pas trop sérieux, j'espère. Je suis un homme, Jérémy l'a rappelé, je suis directeur du Centre de droit public de l'ULB, et je milite activement dans un parti politique dont je co-préside depuis peu une section locale. Alors, je suis un homme, et si la barbe ne suffisait pas à l'attester, de nos jours, le poil a perdu de sa valeur heuristique. Eh bien, j'ai aussi pris la peine de mettre mon plus beau substitut phallique. Hein. J'ai sorti ma plus belle cravate, et surtout ma plus longue. J'ai fait un petit effort vestimentaire, en effet, car j'ai l'honneur, et je dis ça sans ironie aucune, d'être invité au siège, au séminaire, comme on dit, avec déférence boulevard du Botanique, et pas seulement. Je suis un homme, et donc, contrairement à Diane Bernard, je ne peux pas me revendiquer féministe. Le féminisme, ici, je ne parle pas de pensée féministe ou de mouvement féministe nécessairement au pluriel, je parle du féminisme au singulier. Le féminisme, c'est la résistance à une domination vécue. Et il y a là une sorte d'ontologie de la condition féminine qui ne peut se subsumer à toute autre forme de domination. Et c'est d'ailleurs le mérite des perspectives intersectionnelles d'avoir embrassé une pluralité d'instances de domination, mais précisément, à l'instar du droit et de la politique, et j'y reviendrai d'ailleurs sans doute, rassembler 2 choses signifie logiquement que ces 2 choses sont nécessairement distinctes. Mais donc, si le féminisme est résistance à une situation vécue, cela signifie 2 choses. Première chose, toute femme est féministe. Toute femme rencontre la domination et donc toute femme y résiste comme elle le peut. La femme qui porte plainte après avoir subi une violence sexuelle est féministe. Sa stratégie de résistance passe par la plainte judiciaire. Celle qui ne porte pas plainte l'est tout autant. Sa résistance consiste à ne pas porter plainte. La femme qui hurle, la femme qui se tait, la drag king qui se déguise en homme, celle qui met des hauts talons ou qui exhibe sa poitrine, la femme qui fait grève et pas seulement le 8 mars, la femme qui travaille 2 fois plus et même le week-end comme Diane Bernard, eh bien toutes ces femmes sont féministes. Peu importe leur engagement dans une association se revendiquant du féminisme, on parlera alors de mouvement féministe, peu importe même leur discours plus ou moins affirmé ou explicite, on pourra parler de pensée ou de conscience féministe, en réalité, même une femme qui résiste en se disant non féministe est paradoxalement féministe. Pour Marx, le fait d'être lumpen prolétaire ne nous désengage pas de notre appartenance à la classe prolétaire, eh bien c'est pareil. Ne pas se savoir féministe ne correspond pas à la négation du féminisme. Deuxième chose, si toute femme est féministe, alors aucun homme ne l'est. En effet, la condition féminine, moteur de toute stratégie consciente ou inconsciente de résistance, est par définition inaccessible aux hommes. L'homme ne résiste pas à la domination dont il est le moteur. Et le fait d'en être conscient, qu'il domine, ne suffit pas à gommer cette domination. Pour reprendre Marx, il suffirait qu'un bourgeois ait conscience de sa domination pour faire de lui un prolétaire, ça n'a pas de sens. Ce serait évidemment absurde au regard du paradigme matérialiste qui marque la pensée marxiste et qui marque aussi certainement une partie de la pensée féministe, en tout cas celle dite de la deuxième vague. Et vous avez vu les chiffres ce matin, on n'est pas sorti de cette deuxième vague. Et c'est-à-dire qu'un homme qui partage le constat d'une domination des hommes sur les femmes peut être pro-féministe. Bon, un peu comme mes collègues de droit international qui se diraient pro-palestiniens lorsqu'ils critiquent la colonisation de la bande de Gaza par le pouvoir israélien. Je ne pense pas, et en fait je ne pense pas qu'ils se revendiquent d'ailleurs pro-palestiniens, ils se revendiquent plus sobrement juristes. Eh bien moi je ne suis ni pro-féministe, ni même encore moins un allié, pitié. Les femmes n'ont évidemment pas besoin des hommes pour remporter la guerre. Non, je ne suis pas féministe, je suis masculiniste. Si est féministe toute femme qui résiste, même à son insu, est masculiniste tout homme qui domine, même à son insu. Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme, chantait Paul Naref quelques années avant ma naissance sur les cendres encore fumantes des barricades de mai 68. Or, évidemment, rien n'est moins naturel que d'être un homme, puisque comme le dit la sagesse populaire, on ne naît pas homme, on le devient.
Mais il y a là un enjeu majeur, laisser le masculinisme au seul agitateur qui regrette la pénalisation du viol ou la dépénalisation de l'avortement est tout simplement mortifère. Si le féminisme est la résistance à la domination vécue, le masculinisme est celle à la domination exercée. Prendre conscience que l'on résiste, c'est déjà résister, mais résister mieux. Prendre conscience que l'on domine, c'est toujours dominer, mais sans doute dominer un peu mieux. Je suis un homme et donc je dirige, et en l'espèce, je dirige un centre de droit public. Si la distinction entre ce que l'on appelle en langue française le public et le privé constitue, sans doute un invariant anthropologique, sous diverses formes, sous divers vocables, on va la retrouver, cette distinction, grosso modo, dans toutes les civilisations et probablement en toute époque, distinction privée-publique invariante, universelle peut-être. En tout cas, celle entre le droit privé et le droit public, ça, elle est évidemment purement contingente. Les historiens du droit ont pu mieux que moi procéder à la généalogie critique de cette summa divisio, son apparition dans le droit romain, sa disparition tout au long des temps féodaux, son retour au moment de la souveraineté triomphante et du capitalisme naissant, sa stabilisation académique et ses bougets contemporains. Bon, l'on sait évidemment que d'autres cultures juridiques ancestrales, la common law, ont pu se développer sans s'y référer, et l'on sait aussi, j'imagine que mon collègue Emmanuel Stosky vous en a parlé, que des ordres juridiques plus récents, le droit de l'Union européenne en l'espèce, se sont également construits a priori sans cette distinction. L'on sait aussi que dans le champ de la théorie du droit, le positivisme de Kelsen réprouvait cette distinction, qui n'avait pour but d'après lui que de dégager l'État et ses organes des règles adoptées en son nom, et cette perspective reste tenace, en ce compris et certainement dans les linéaments plus radicaux du libéralisme, un libéralisme classique que Kelsen, quoi qu'il en dise, distillait dans sa théorie prétendument épurée. Mais avant Kelsen et avant même le XXe siècle, en réalité, le mal était déjà passé par là et la distinction droit public, droit privé avait déjà et pour toujours, semble-t-il, en tout cas encore aujourd'hui, organisé l'imaginaire juridique et plus concrètement le fonctionnement de nos facultés de droit continentales. Alors, comme l'a rappelé Diane, mais de façon sans doute beaucoup plus complexe et subtile que ce que je vais ici dire, cette distinction, droit privé, droit public, opère une dépolitisation du droit indexé sur les vertus attribuées au droit privé. Le droit ne peut être politique et même le droit public devra se désengager sur le plan académique, sur le plan disciplinaire, de la science du politique, alors même qu'à l'origine, leur objet est identique, l'État. Bon. Alors, la création en 1894 de la revue de droit public et de sciences politiques en France et à l'étranger marque la réunion, mais donc la disjonction initiale de ces deux disciplines. 2 ans plus tard, en 1896, donc, le concours d'agrégation universitaire français s'organise autour de ces deux pôles, droit privé et droit public, pour des raisons pratiques, nous dit-on. Les facultés de droit sont avant tout des écoles professionnelles, et le métier de juriste de la fonction publique ou le marché judiciaire sont à ce point spécifiques, notamment sur le plan juridictionnel, que 2 concours distincts s'imposent. Et le droit pénal fera partie, comme on le sait, du concours de droit privé. Encore aujourd'hui, les sciences criminelles sont associées au droit privé chez nos collègues de France, n'est-ce pas Frédéric? Mais la professeure de droit public, justement, Maude Baldovini, qui est aussi historienne du droit pénal, a bien montré que le fait d'associer le droit pénal au droit privé a permis de limiter, je cite, les potentialités subversives de l'enseignement du droit pénal en le rattachant à la branche du droit réputée la plus neutre. Fin de citation, le droit privé, donc. La branche du droit réputée la plus neutre. Or, évidemment, rien n'est moins politique que le droit pénal, rien n'est moins neutre que le droit pénal. Et si Diane Bernard a travaillé l'oxymore chose publique mais apolitique, elle sera évidemment d'accord avec moi pour reconnaître au droit pénal sa dimension politique, mais je ne suis pas certain que ses collègues pénalistes l'affirmeraient, peut-être à Saint-Louis ceci dit, mais pas partout, l'affirmeraient avec autant de conviction et de sincérité. Or, introduire de la politique dans le droit, c'est certes être conscient qu'il s'agit bien de 2 choses différentes, mais c'est toujours un petit peu sale. Combien de fois devons-nous
nous, ici, moi, en tout cas publiciste, entendre ce reproche de la bouche de mes collègues privatistes, hein, vous ne faites pas du droit mais de la politique, et se lamenter en mode Portalis, hein, qui il y a 2 siècles disait déjà alarmiste, tout devient droit public. Bref, dans mon centre de droit public, mon centre, hein, celui que je dirige en tout cas, on ne fait pas de la politique, on fait du droit pénal, oui. On fait du droit du travail, du droit judiciaire, et comme vous l'avez vu avec mes collègues Slotsky et Yerno, on fait du droit européen et du droit économique. Et ben, je vous rassure, hein, on fait aussi du droit électoral et du droit des marchés publics. On s'amuse beaucoup au centre de droit public de l'ULB. Mais l'enjeu n'est pas de savoir, évidemment, si le droit judiciaire ou le droit pénal, c'est du droit public ou du droit privé. L'enjeu est de savoir qui, bah, en l'espèce moi, et quand, bah, aujourd'hui, le 22 février 2021, et pourquoi, bah, parce qu'on m'a demandé de répondre à Diane. L'enjeu est de savoir qui, quand et pourquoi une personne juriste dit que telle ou telle branche du droit relève du droit public ou du droit privé. Pour le dire plus fondamentalement, peu importe ce qui relève du privé ou du public, du dedans ou du dehors, ce que je retiens aussi du propos de Diane lorsqu'elle nous rappelle les produits de la pensée féministe, c'est que cette distinction est un espace projectif. Dis-moi ce que tu considères comme public ou privé et je te dirai quelle est ta culture, ta lecture du monde, pardon, et des rapports de domination qui le structurent. Ce qui doit intéresser la science juridique, c'est moins la philosophie des concepts que la sociologie des discours. Dis-moi ce que toi, juriste, tu considères comme du droit privé ou du droit public, et je te dirai quelle est ta conception du droit et du rapport que tu lui attribues ou que tu revendiques avec la politique. Alors, je termine ici avec le troisième casquette que je prends ici cet après-midi devant vous, hein, homme, directeur d'un centre de droit public, et donc, effectivement, je dirige, je préside, bon, dans le parti politique dans lequel je suis engagé, on co-préside, un homme et une femme, une section locale d'un parti politique, et cet engagement est plutôt récent, même très récent, et je découvre finalement, un peu naïvement, que c'est moins l'intime qui est politique que la politique qui est intime. Hein, et plutôt extime, pour reprendre le terme que Diane a décortiqué avec nous en citant Lacan. Alors bon, même porté à l'écran par Hitchcock, j'ai jamais rien compris à Lacan. Par contre, j'ai tout compris à Love Story et à la Star Academy, alors que je ne les ai jamais regardés. Mais j'avais lu il y a 20 ans le livre L'intimité surexposée du psychiatre Serge Tisseron, et il y reprenait le concept d'extimité d'ailleurs, pour signifier la différence entre l'intime, son intériorité floue, l'intimité, qui marque l'estime de soi, et l'extimité, soit le désir du partage de son intimité, mais non de son intime. Il développait cette réflexion au tout début donc de ce que l'on appelle si mal la télé-réalité pour contrer les accusations d'exhibitionnisme, hein, qui agitaient la bienséance cathodique de l'époque. Alors 20 ans plus tard, réseaux sociaux en sus, la politique est effectivement devenue extime. Hein, c'est le roi de France qui organise dans la cour du château de Marne-la-Vallée sa relation avec une ménestrelle. C'est chez nous et plus récemment une première ministre, une femme d'ailleurs, dont on suit l'arrivée puis le départ des services de soins palliatifs. C'est encore plus près de nous, plus près de moi, à quelques centaines de mètres, un bourgmestre qui, chose doublement impensable il y a peu, annonce dans la presse se mettre en congé, première chose impensable, pour s'occuper de ses enfants malades, deuxième chose impensable il y a peu. Bon, je pourrais ici multiplier les exemples, mais je vais arrêter là, d'un monde politique qui doit mettre en scène son intimité, son estime de soi, et ce directement à l'égard du public, et non seulement à l'égard de ses proches. Alors, est-ce à dire que cette évolution est aussi le produit de la féminisation contemporaine, pas seulement du personnel politique, mais de la politique tout court, la politique au sens fort, comme disait Diane? En tout cas, cette hypothèse me semble plus structurante que le simple constat de l'opportunité technique que les progrès de l'audiovisuel ou de l'informatique ont permise. Bref, et pour terminer, est-ce que les femmes ont intimé la politique? Et je trouvais que c'était un chouette jeu de mots pour terminer ma réponse à Diane Bernard, et je vous remercie de l'avoir écouté. Merci beaucoup. Attends, je repasse. Voilà, Julien, merci beaucoup, Julien. Jérémy, tu es maintenant sur les internets. Bien, mais merci à tous les deux. C'était très riche, très intéressant. Je pile dans le sujet, évidemment, quand on parle de ces deux extrêmes, a priori, ou de ces deux quasiment archétypes de ce qu'on considérerait comme étant le public et le privé, la politique et l'intime.
Et évidemment, on voit que même si ce sont des extrêmes, en réalité, les interactions sont très nombreuses, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Et donc, j'imagine que vous avez, voilà, soit comme moi, vous êtes encore en train d'essayer de digérer tout ce qu'on vous a expliqué, mais que vous avez peut-être une question, une intervention, et j'espère, si c'est le cas, que vous avez notifié à Diane votre envie d'intervenir. Donc, je ne sais pas si quelqu'un souhaite prendre la parole. Il suffit d'activer votre micro si vous avez été déjà autorisé par Diane. La caméra également. Et la caméra. Sinon, je ne peux pas. Voilà. J'ai reçu une question par Martin Metz par voie écrite, mais c'est pas si Martin. Je donne la parole à Martin. Oui, bonjour à tous. Tout le monde m'entend? Oui. Oui, ben voilà, comme je te le disais par écrit, merci beaucoup pour l'exposé. Je trouve ça vraiment passionnant. Et en fait, j'avais une question, mais qui est vraiment une question de clarification. C'est que j'ai l'impression, enfin voilà, dans la façon dont je t'ai entendu et dans les deux parties de ton exposé, qu'il y avait, enfin, ce que tu développais, c'était une compréhension de l'intime et politique, en un sens vraiment, ce que je pourrais appeler prescriptif, même si le mot est un peu fort, mais avec vraiment cette idée, disons, active, de dire il faut que les dimensions se mêlent. Dans ta première partie, c'est cette idée que la politique doit s'occuper de l'intime, et dans la seconde, cette idée que l'intime peut avoir une dimension politique ou pourrait être un idéal politique intéressant. Et je me demandais si tu l'entendais, si cette formule, tu l'entendais uniquement dans un mode justement prescriptif ou également descriptif. Donc moi, c'est plutôt comme ça que j'aurais entendu la formule de base, vraiment selon cette idée de dire qu'en fait l'intime est toujours déjà politique, que indépendamment de toutes les mesures qu'on pourrait prendre aujourd'hui pour mêler les dimensions, en fait elles sont liées, en tout cas depuis notre modernité, depuis le XVIIIe siècle, et je pensais notamment à Foucault dans le premier tome de l'histoire de la sexualité, qui montre en fait que la vie intime a été depuis au moins le XVIIIe siècle à la fois objet de savoir de la science, l'objet d'une réflexion très forte de la part du savoir scientifique, et à la fois normée par différentes instances, que ces instances soient politiques, religieuses, juridiques, etc. Et donc, enfin voilà, cette idée notamment de Foucault que bien qu'on ne soit pas toujours conscient de cette dimension, bien qu'elle ne soit pas toujours explicitée, parfois qu'elle soit insidieuse, il y a en fait des biopouvoirs à l'œuvre qui agissent parfois en sous-main, qui régentent nos rapports au corps. Il y a différentes façons de normer et d'organiser notre rapport au sexe, au plaisir, etc., etc. Bref, cette idée qu'en fait, l'intime est politique et que la question ne serait pas tellement du coup, et donc c'est un peu là-dessus que va ma question, que il s'agirait de mêler les dimensions, mais plutôt de réfléchir, de mettre en lumière et de reconnaître que ces dimensions sont déjà mêlées pour pouvoir mieux les mêler ou les démêler selon ce qu'on veut faire. Alors là, d'un point de vue justement politique ou en fonction d'un idéal politique. Et donc c'était plus pour avoir en fait enfin ma question touche plus à la compréhension que toi tu as de ce slogan-là et la façon dont tu l'interprètes. Et si pour toi c'était évident peut-être que c'était aussi quelque chose de descriptif, mais voilà, juste pour entendre ton positionnement sur ce point. Et encore merci pour ton exposé, comme je le disais, qui est hyper stimulant. Merci Martin. Alors oui, en t'entendant, je me dis mais évidemment, pourquoi est-ce que je n'ai pas dit ce genre de choses? Alors peut-être parce que sinon Jérémy m'aurait peut-être vraiment coupé le micro parce que j'aurais parlé vraiment trop longtemps, mais en vrai tu as tout à fait raison et c'est carrément un angle mort de ce que j'ai dit, c'est-à-dire que oui, bien sûr, biopouvoir. Je pense que c'est très perceptible dans la première partie, en tout cas de mon intervention, à quel point c'est bien ce que portent les féministes, effectivement, des années 60 et celles et ceux qui ensuite ont défendu le fait d'assumer, en fait, tout simplement la dimension politique de ce qui peut se nouer au plus intime sur l'oreiller, etc. Maintenant, ce que je pense, c'est que quand François Julien ou Michael Fessel viennent avec leurs propositions, ce qu'ils essayent de faire, c'est de redéfinir l'intimité autrement, en lui donnant cette dimension relationnelle, et que c'est là que leur proposition peut-être est distincte de celle d'un Foucault, qui me semblerait du coup une ressource autre, évidemment bien plus largement développée à ce stade, en tout cas du travail de ces deux philosophes que j'ai évoqués. Et donc Foucault qui serait plutôt une ressource pour la première partie de cette réflexion que j'ai essayé de vous proposer. Mais merci beaucoup, ça me donne à penser. Merci, je suis d'accord avec toi.
Voilà. Je ne sais pas si Julien veut réagir à quelque chose. Julien, tu veux réagir à la question de Martin ou pas spécialement? Non, non. En fait, je relisais parce que Diane est généreuse, comme vous l'avez vu, et elle m'a transmis le livre de Michael Fussell, et je recherchais un passage qui me semblait tout à fait pertinent par rapport, mais je ne le retrouve plus, donc je vais m'abstenir. Voilà. Okay. Y aurait-il une autre question? Quelqu'un qui souhaiterait intervenir? J'essaye de... Frédéric? Oui, tout d'abord pour vous saluer tous, je suis heureux de vous retrouver les uns et des autres. Et je me souviens très bien, bien sûr, Julien, de ta venue avec Diane, je me souviens de celle de François et d'autres. Alors, simplement, peut-être quelques observations de travaillistes. Le travail, c'est le lieu de la coopération, dit Frank Fischbach. L'entreprise, on a encore des débats hein, pour savoir si c'est un lieu public ou un lieu privé. Ce débat, il est profondément attisé par la question de voile, etc. Hein. Enfin, en tout cas, en France, le débat tourne encore autour de ça. Je dirais même que les jurisprudences tournent autour de cette question. Alors, simplement, moi, ça me frappe beaucoup en tant que travailliste, notamment la première partie de ton propos extrêmement riche, Diane, sur notamment des mesures très actuelles qui sont effectivement mises en œuvre pour intervenir dans le champ de l'intime. Je pense à deux choses qui offrent une résonance à ce que tu as dit. Le congé aux aidants devient un vrai sujet très important, évidemment, dans nos sociétés, qui interroge aussi la conception que l'on se fait du travail. Et là, les lignes me semblent se déplacer, hein, reconnaître comme travail ceux qui n'étaient pas reconnus comme tels, et puis quel régime de travail peut-on attribuer, accorder, reconnaître à ces activités-là, qui existent depuis très longtemps, mais sur lesquelles le regard se déplace. Il y a également, bien sûr, la problématique du congé de paternité, hein, qui est un vrai enjeu de société. Et là, on touche, disons, pour reprendre d'ailleurs la terminologie de François, aux questions de fonction, finalité et usage de l'intime dans le droit. Et alors, quand on parle évidemment d'entreprise et de travail, et de droit du travail en particulier, on parle aussi de pouvoir. Et on parle d'un pouvoir qui n'est pas un pouvoir d'État, mais qui est un pouvoir privé. Et évidemment, cette question de l'intime, elle a rencontré cette problématique du pouvoir privé de façon très intense. Sans vouloir faire de la provocation à dessous, l'intime et politique, c'était presque un slogan des employeurs, hein, dans les années 1980. Bah oui, parce qu'on licenciait un salarié en raison de son lien intime, précisément, avec telle personne qui travaillait dans une autre entreprise. On licenciait, il y a des arrêts comme ça, hein, un salarié parce que sa fille avait couché avec les Allemands. Non, enfin voilà, on a des trucs complètement hallucinants. Il a fallu justement ce recadrage. C'est-à-dire que l'intime est sorti du champ du pouvoir privé, en tout cas de l'employeur. C'est-à-dire que licencier un ou une salariée sur un tel motif est parfaitement illégitime, voire illégal, illicite. Mais il a fallu attendre les années 90 hein, pour qu'on en arrive à cela. Alors voilà, je me dis effectivement que se posent des questions de fonction, d'usage et de finalité probablement de cet intime, que dans bien des cas, sur les propositions que tu évoquais, que tu relatais, il s'agit d'une finalité de protection en réalité, mais que dans d'autres cas, justement, dépasser, disons, l'intime, reconnaître la dimension politique de l'intime peut servir à une finalité de protection, mais parfois c'est précisément le chemin inverse qui peut s'imposer au regard de cette même finalité. Voilà, propos très, très simple, très basique.
Merci beaucoup, Frédéric. Ça n'était ni simple ni basique, comme d'habitude avec toi, hein, ceci dit. Écoute, à nouveau, je partage tout à fait ta position. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de dire à la fin de ma première partie quand j'ai évoqué le fait que les féministes ne revendiquaient pas un tout au public ni une publicisation, si tu veux, de l'ensemble de l'intime. Je pense cependant que pour la seconde partie de mon intervention, l'intime n'est pas conçu comme le privé. C'est un peu la distinction qu'essaye d'élaborer, en tout cas de revendiquer Fessel quand il dit le privé, ça relève d'une logique quand même économique qui, en tout cas d'une façon ou d'une autre, c'est l'objet, c'est la propriété, etc. L'intime, c'est le lien. Et c'est le lieu, dit-il, d'une expérience éthique. Et donc, je pense que dans ce sens-là, le risque que tu pointes, et qui est réel, hein, existe évidemment, sans doute, mais de façon vraiment moindre. Maintenant, quant à l'usage qu'on fait de la catégorie, évidemment qu'il y a des risques, évidemment qu'il y a des heurts, et évidemment que la question est profondément politique, puisqu'elle touche à savoir, c'est aussi ce que je disais à propos de la Cour suprême des États-Unis, elle touche à savoir ce qu'on identifie comme l'intime ou non, et ensuite seulement la reconnaissance qu'on entend lui donner, et ou l'importance fondamentale qu'on entend lui reconnaître. Voilà, mais donc merci à nouveau, ça enrichit ma réflexion et tu fais bien de pointer, je n'y avais pas pensé, j'ai vu Julien qui peut-être lui y avait pensé comme toi, effectivement l'intime et politique pourrait être aussi le slogan des employeurs peut-être ou de celles et ceux qui entendent régir ce qui ne leur appartient pas, me semble-t-il. Voilà. Julien, est-ce que tu veux réagir? Y a-t-il d'autres interpellations? Oui, peut-être rapidement. Merci beaucoup, Frédéric. Ça me fait plaisir de t'entendre et c'est toujours stimulant. Et merci à Martin Mess, que je ne connais pas, mais que je suis ravi de rencontrer FUS par écran interposé. Alors, effectivement, si on veut vraiment très, très simplifier, on a tous en mémoire, en tout cas, moi, ça fait partie de mon imaginaire, notamment de mon cours d'histoire du droit, cette idée que durant la pré-modernité, l'intimité du roi est une chose publique. Hein. On a tous en images, ou on les a même des images mentales évidemment, du roi dont la sexualité, dont la santé est publique dans le sens où elle est observée par des personnes, elle fait l'objet de commentaires, elle fait l'objet d'une discussion quand même très soutenue, pas seulement au sein de la cour, mais parmi la population. On peut dire qu'entre-temps, le droit privé, la distinction entre droit privé et droit public est passée par là, et que la modernité se caractérise par le fait que le pouvoir n'est plus une personne, mais une fonction. Et que cette fonction, évidemment, elle apparaît complètement désincarnée, dépersonnalisée. Et c'est probablement un retour vers une réincarnation ou une repersonnalisation de la fonction politique à laquelle on assiste ces 10-20 dernières années, avec des choses tout à fait inédites. Et ce n'est pas seulement un président de parti qui nous met ce qu'il a mangé sur Instagram, hein, mais c'est aussi typiquement la sexualité d'un bourgmestre, d'un député qui a lieu entre adultes consentants dans une station essence et qui est comme ça fait l'objet d'un débat public. À son corps défendant pour le coup. Et alors, je reviens avec ce que tu expliquais sur le régime du droit du travail, parce que là aussi, on est en tension. Je sais que Diane veut complexifier le débat au-delà du terme de la tension, mais là, il y a une vraie tension parce que le droit du travail du personnel politique, je ne sais pas, Frédéric, en France, lequel il est, en Belgique, il n'existe pas. Il n'existe pas, en réalité, je vous citais l'exemple très récent d'un bourgmestre qui prend congé pour aider un de ses proches. Alors, il n'est pas question ici qu'un congé pour proche aidant soit même envisagé ou envisageable. Il n'est même pas question qu'un congé de maladie soit envisagé par un bourgmestre. C'est-à-dire qu'à la commune, très, très concrètement, hein, pour parler comme nous, comme notre situation à nous, si on est malade, on se met en congé et en fonction d'un certain écoulement du temps, la mutuelle prendra le relais de notre employeur. Ce n'est pas du tout prévu pour la fonction de bourgmestre. Il n'y a rien de prévu. En fait, ce qu'il est prévu, c'est que quelle que soit la nature de l'empêchement, le salaire est conservé. Et à un point tel que la mutuelle, c'est notre système chez nous en Belgique, hein, d'assurance maladie, la mutuelle n'intervient pas dès qu'un bourgmestre fait une demande.
on n'intervient pas, vous êtes bourgmestre, vous continuez à percevoir votre salaire, quel que soit votre empêchement. Je trouve ça intéressant que ce régime du travail que tu soulèves et la difficulté d'imaginer si l'entreprise est un lieu privé, est un lieu public, ben le cabinet du bourgmestre, hein, son bureau, pour le moment, ça reste quand même très largement un lieu désengagé de toute régulation du travail. Et donc, ce n'est pas encore une profession, c'est plus tout à fait une fonction, c'est redevenu une personne, mais enfin, là, il y a vraiment quelque chose à creuser, à mon avis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. Alors, je suis en contact avec Eugénie Durcel qui souhaitait poser une question et qui visiblement n'arrive pas à se connecter. Et donc, je ne sais pas très bien comment faire. J'ai essayé à plusieurs reprises en vain. Je ne sais pas, ça dépasse sans doute un petit peu mes compétences, là, largement même. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre interpellation. Je te repasse la parole, Jérémy, peut-être. Oui, alors Eugénie peut peut-être essayer d'écrire sa question ou son intervention, comme ça on pourrait la lire à haute voix si c'est faisable. C'est ce que je lui ai suggéré, mais voilà, elle n'a pas encore répondu. Sans nouvelles. Moi j'avais une petite question, alors j'en profite, subrepticement justement. Je ne suis pas certain de comprendre pourquoi. Que je peux comprendre comment on rattache, et je trouve ça très intéressant, l'intime à la question de la relation. Mais je ne comprends pas pourquoi ça doit nécessairement être lié à la question de la relation. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas concevoir un intime non relationnel? Voilà. C'est peut-être très naïf. Mais... Alors, oui, bien entendu, on peut concevoir un intime non relationnel. D'une part, c'était un petit peu la suggestion du premier sens, hein, repris par Lalande, qui n'implique pas nécessairement l'altérité. Et par ailleurs, c'est évident que les propositions de philosophes comme Fussell ou comme François Julien que j'ai évoqué tout à l'heure se fondent sur une certaine définition de l'intime qui impliquerait ce rapport à l'autre. Alors, c'est toujours un petit peu la question, est-ce qu'on peut penser l'intérieur sans penser l'extérieur? Peut-être. Je ne suis pas sûre de voir comment. Est-ce qu'on peut penser l'intérieur sans lien avec l'extérieur? Peut-être également. J'avais envie de faire part ici d'une autre proposition, d'autant plus qu'elle me semblait a fortiori intéressante vu qu'elle permettait de faire une distinction entre les registres de l'intime et du privé et donc de rajouter un peu une couche de complexité également dans notre réflexion collective. J'ai reçu par ailleurs la question d'Eugénie, donc je me permets de la lire. Elle dit qu'elle propose aussi une analyse sous un autre angle pour rebondir aux exposés. Elle nous dit que on peut certes, comme j'ai essayé de le faire, montrer que l'intime est politique en analysant les avancées sociales et féministes, mais qu'on peut aussi, et que peut-être ça démontre encore mieux l'argument, s'intéresser à la dynamique contraire. Et elle dit, le fait que l'intime soit politique agite beaucoup certains partis, certains États, au point qu'il propose un autre récit, une autre narration, un autre narratif, dit Eugénie, pour interpréter l'intime selon leurs convictions politiques. Par exemple, les pays de l'Est ont lancé des travaux sur une convention relative à la protection de la famille. Pourquoi ? Pour contrer la Convention d'Istanbul. Alors là, évidemment, on rentre dans un registre sur lequel François Host, qui est parmi nous, serait bien plus compétent que moi pour répondre. Oui, ce que Eugénie me dit là, me semble-t-il, on appelle plutôt aux résistances. Julien Pierret a lâché le grand mot tout à l'heure, aux résistances qui pourraient dire l'intime, je refuse qu'il soit politique ou je veux qu'il soit politique autrement. Mais peut-être que ça démontre mieux le point, c'est possible. En tout cas, ça vient vraiment bien le compléter, me semble-t-il. Donc, Eugénie, si tu m'entends, je ne sais pas, peut-être. Merci pour ta question, ou ton interpellation plutôt, qui effectivement me semble très pertinente. Et ça renvoie un petit peu à la question aussi de ce qu'on entend par l'intimité, bien sûr, et ce qu'on entend également par la politisation ou le caractère politique qu'on veut ou pas, ou qu'on refuse de lui reconnaître. Voilà. Je ne sais pas si, Julien, tu veux réagir à ce sujet également? Très rapidement, voilà, je dirais que, pour continuer la mise en scène, l'intime, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment stabilisé pour être partagé, si ce n'est dans le cadre, mais Diane, tu me corrigeras parce que moi j'y connais rien, mais dans le cadre d'une analyse. L'intimité, c'est une estime de soi suffisamment stabilisée pour faire l'objet d'un partage. Alors bien sûr, d'ailleurs le mot le dit,
l'intimité, la première personne avec qui on va partager cette intimité, ce sera la personne avec qui on vit. Mais bon, ça peut être d'autres proches. Et donc voilà, il y aurait cette distinction, mais qui reste tout à fait discutable et qui, à mon avis, est moins subtile que ce que Diane a présenté, mais qui, voilà, l'intimité serait la possibilité d'une extériorité de l'intime parce que suffisamment stabilisée. Et du coup, moteur, ou en tout cas soutien d'une certaine estime de soi. Bon, voilà, l'intime, aujourd'hui, j'ai partagé avec vous une certaine intimité, une estime de moi suffisamment stabilisée. Ça veut dire suffisamment stabilisée, elle est toujours précaire, hein, mais suffisamment stabilisée pour pouvoir vous en parler. Bien, mais alors, je vais peut-être profiter d'avoir la parole pour malheureusement mettre un terme à notre bel échange, parce qu'on a dépassé le temps prévu, et certainement vous avez tous beaucoup de choses à faire. Encore un tout grand merci à Diane et Julien pour leurs interventions, qui, à mon avis, vont nous faire réfléchir encore un petit bout de temps. Heureusement, on poursuit nos échanges, on poursuit justement notre approche interdisciplinaire que Diane a bien mis en évidence, avec notre prochaine séance qui aura lieu le 18 mars et qui sera consacrée à une approche sociologique de la distinction entre public et privé, avec Nicolas Marquis qui va nous présenter cette approche sociologique, et Yves Cartevels qui lui donnera la réplique. Évidemment, le programme est accessible sur le site, mais notez déjà la date du 10 septembre, qui sera celle du colloque qui viendra clore ce thème du séminaire. Et donc, le programme là est quasiment finalisé et il sera transmis dès que ce sera prêt. Donc voilà, un tout grand merci à ceux qui ont suivi, à ceux qui ont parlé, et au plaisir de vous revoir, à défaut de mieux, en distanciel le 18 mars. Merci Jérémy. Merci à tous, merci à toutes. Merci à Jérémy, à Diane, et à tout bientôt. Merci, à bientôt.